mon ami professeur Henri-Claude de Béthily m'a demandé de vous présenter ce soir celle dont je pense qu'elle peut devenir l'héroïne du XXIe siècle, en tout cas une femme ou un homme dont les analogues sont en train de former la société d'aujourd'hui et formeront plus encore la société de demain. Et puisque je dois le présenter, Petite Poucette, autant lire sa carte d'identité, c'est-à-dire dire son nom, son âge, ses antécédents, son sexe, son monde, et ainsi de suite. Alors, je vous invite à lire la carte d'identité de Petite Poucette ce soir avec moi. Et d'abord, pourquoi s'appelle-t-elle Petite Poucette ? Bien, j'ai choisi ce nom-là en raison de son habileté diabolique à envoyer des textos à toute vitesse avec les 2 pouces. Et vous l'avez vu souvent autour de vous faire cette performance extraordinaire dont mon âge, avec les articulations un peu rouillées, n'arrive pas à égaler la performance. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une grande entreprise américaine qui a fait un sondage récemment. Le résultat est apparu il y a à peine quelques semaines. Et cette entreprise, en interrogeant des milliers de personnes, s'est aperçue en effet qu'au-delà de 35 ans, les gens appuyaient sur les touches avec l'index et en dessous de 35 ans avec les pouces. Vous voyez ? Et donc ça confirme à peu près mon intuition. Alors voilà son nom, Petite Poucette s'appelle ainsi pour ces performances-là. Et d'abord, quel est son âge ? Et ça, c'est très important de préciser son âge. Pourquoi ? Parce que je crois qu'elle doit avoir entre 30 et 35 ans aujourd'hui. Et je remonte, si vous voulez, au moment, dans les années 85, 90, 92, au moment où l'ordinateur est rentré dans les foyers, au moment de la création de l'ordinateur personnel, au moment où ces machines-là sont passées de l'entreprise ou des laboratoires de recherche dans la pratique ordinaire des foyers et des individus. Et là, il est arrivé en effet une sorte de coupure qui est très simple à définir, c'est que les gens qui étaient antérieurs à cet âge-là, s'ils sont adaptés, ce qui est mon cas, eh bien, on se sert de ces outils, on se sert de cet outil, on se sert de cet outil comme un outil. Tandis que Petite Poucette s'en sert en effet de la même façon que vous et moi, mais d'autre part, elle vit dans le monde impliqué par cet outil. Elle vit dans un monde que cet outil est en train de créer, est en train de former. Et donc, elle est à l'intérieur d'un monde, et pourtant, je suis tout à fait adapté, évidemment, à ces technologies-là, mais il se trouve que je me trouve un tout petit peu à l'extérieur, alors que mes étudiants sont vraiment dans ce monde-là. Et c'est ce monde-là qui m'intéresse, et c'est ce monde-là qu'il faut définir, et dont il faut d'abord célébrer la venue, et ensuite voir quelles sont les conséquences de sa création. Alors, ce monde-là est donc né à cette époque-là, non pas les outils étaient nés bien avant, bien entendu, et même le principe de ces outils était né avant la Seconde Guerre mondiale, bien entendu, et même avant, mais si vous voulez, l'application technique est venue à ce moment-là. Vous le savez sans doute, les grandes entreprises qui ont créé ces outils-là ont créé une sorte de fusée à 3 étages. D'abord, les grandes entreprises ont fabriqué le matériel, ce que vous appelez dans cette école le hard, et c'est IBM, par exemple, IBM, mais cette société n'a plus l'importance qu'elle avait autrefois. Et puis tout d'un coup, second étage, on a créé les logiciels, ce que vous appelez dans cette école le soft, n'est-ce pas ? D'ailleurs, l'entreprise tout à l'heure qui a fait le fondage, personnellement, je l'appelle Minimou. Mais personne ne connaît cette entreprise-là, simplement parce que je traduis en français le vocable américain Microsoft. Évidemment, dès qu'on dit Minimou, ça perd un peu de son prestige, en effet, parce que ce n'est pas vraiment une vantardise sexuelle. Oui. Où j'en étais ? Ah oui, au 2e étage. Alors, au 2e étage, ça a été le logiciel, c'est-à-dire le soft, et ça a été en effet les entreprises comme Minimou et autres entreprises qui aujourd'hui commencent à perdre un peu de leur importance et à dégringoler un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il y a un 3e niveau qui est arrivé,
qui est l'application sociétale et personnelle de ce couple support-message, c'est-à-dire Google par exemple, mais combien de temps ça va durer? Y aura-t-il un quatrième étage? Oui. Voilà en gros, si vous voulez, ce qui s'est passé dans les années 85, auquel on a assisté tous plus ou moins à ce moment-là, mais il faut maintenant que j'essaie d'expliquer les antécédents de cette génération-là, les antécédents historiques. Parce que plus on prend du recul dans l'histoire, mieux on comprend le contemporain. Alors, qu'est-ce que c'est cet outil-là, qui a des performances que je dirai tout à l'heure? Mais pour le définir de façon simple, je viens de le faire. J'ai dit d'abord que c'est un outil fait avec du matériel, c'est le premier étage, et sur ce matériel, il y a des logiciels, c'est-à-dire du soft, ce que le deuxième étage de la fusée a assuré. Et donc, je peux définir cet objet-là comme une sorte de couple support-message. Il y a des supports sur lesquels sont écrits des messages. Je vais dire support-message. On peut dire en effet hard et soft si vous voulez, ou dur et doux si vous voulez. Disons support-message. Est-ce que c'est une nouveauté, cette affaire-là? Oui et non. Non, ce n'est pas une nouveauté. Pourquoi? Parce que Petite Poussette a des antécédents. Et je vous ai promis de décrire ces antécédents. Les voici. Prenons du recul, vraiment du recul. Disons, allez, soyons généreux, 3 millénaires. Que s'est-il passé il y a 3 millénaires? C'est-à-dire 1000 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, avant cette époque-là, la seule manière de communiquer entre nous, dans l'humanité, c'était la parole orale, ni plus ni moins. Il n'y avait d'autres moyens de communiquer que la parole orale. D'ailleurs, c'est exactement ce que nous faisons ce soir. Et qu'est-ce que c'est que la parole orale? Eh bien, c'est aussi quelque chose qui peut être décrit comme je l'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a un support dur, un support matériel, c'est le corps humain, c'est-à-dire celui qui parle et qui émet des sons avec la glotte, c'est le support, et puis qui ébranle l'atmosphère par des ondes sonores que vous recevez avec votre appareil auditif, c'est-à-dire avec votre corps. Donc, le support qui est en question dans la voix orale, c'est le corps humain, le vôtre et le mien, le corps enseignant et les corps enseignés, si vous voulez. Et puis, le message, c'est l'ensemble des ondes qui traversent l'atmosphère et qui portent la parole en question. Voilà le couple support-message. Il est déjà là. Il est déjà là. Mais il faut le reconnaître, bien entendu. Et que se passe-t-il au premier millénaire avant Jésus-Christ? Il se passe un coup de tonnerre extraordinaire, c'est l'invention de l'écriture. Lorsqu'arrive l'écriture, alors le support matériel qui était le corps humain, celui de l'orateur, celui de la haide qui chantait, celui du poète, celui de l'orateur politique, ce support-là, s'objective, s'externalise et devient une peau de veau, le vélin, une peau de mouton, le parchemin, et puis biblos, le papier. Et donc le support devient le papier et le message devient l'écriture, quelle qu'elle soit, si elle est en écriture alphabétique ou autre, qu'elle soit égyptienne, assyro-babylonienne ou grecque ou latine, etc. Bref, l'écriture. Vous voyez que le couple support-message est en train de passer de corps humain, parole, à papier, écriture. Eh bien, cette révolution, chers amis, a été extraordinaire. Cette révolution a tout transformé. Elle a transformé les échanges marchands, parce que la monnaie, c'est en effet un support avec une écriture dessus, l'écriture de la valeur. On n'a plus fait de troc, mais on a eu de la monnaie, on a inventé la monnaie, on a inventé la géométrie, on a inventé les scribes, donc on a concentré le pouvoir, on a concentré les villes, la politique autoritaire est arrivée là, et, coup de tonnerre encore, la religion est devenue la religion de l'écriture sainte, c'est-à-dire du livre saint. Donc, la transformation qu'a induit le passage de la parole à l'écriture a été une révolution géante dont nous sommes encore les enfants. Premier acte. Deuxième acte de cette révolution, vers la fin du XVe siècle, le XVIe siècle, on invente l'imprimerie. Et au moment où on invente l'imprimerie, le support
ne bouge pas trop, quoique le rouleau devienne un livre, ce qui est tout différent, mais aussi il y a des procédés artisanaux ou industriels qui permettent d'inscrire les messages sur les nouveaux supports. Donc le couple support-message devient précisément la technique du livre, le livre. Et à ce moment-là, le spectre de transformation que j'ai décrit tout à l'heure au moment de la révolution de l'écriture va se reproduire. C'est-à-dire la monnaie et les échanges marchands se transforment. En effet, on commence à inventer le chèque, les grandes banques et même les traités de comptabilité qui arrivent à Venise à ce moment-là. Ensuite, la politique change complètement avec une arrivée plus ou moins de la démocratie. Tout homme est roi, un livre à la main. Et Luther va dire tout homme est pape, une Bible à la main. Vous voyez, parce que le livre est là et chacun a accès précisément à l'écriture auquel on n'avait pas accès tout à l'heure. On invente de nouveau une nouvelle pédagogie. La science moderne est au départ. Vous voyez donc une transformation gigantesque, la réforme au point de vue religieux. Vous voyez donc que chaque fois qu'il y a une mutation sur le couple support-message, la transformation sociale est gigantesque. Vous l'avez vu pour l'écriture, vous le voyez pour l'imprimerie, nous sommes en train de le voir aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui se passe dans cette machine-là, c'est une nouvelle manière un nouvel avatar, une nouvelle figure, un nouvel avatar, une nouvelle transformation du couple support-message. Le support est sur du matériel, du silicium, si vous voulez même, et le message est électroniquement imprimé. Vous voyez donc que nous en sommes à la troisième révolution et que Petite Poucette est la contemporaine ou l'actrice de la troisième révolution que je suis en train de décrire. Première révolution, l'écriture. Deuxième révolution, l'imprimerie. Troisième révolution, cette affaire-là, cette affaire que nous avons en main. Et par conséquent, si aujourd'hui on vous parle de crise ou du temps des crises, c'est le titre de mon livre, Temps des crises, eh bien, voyons, tout à l'heure, je vous ai dessiné le spectre des transformations qui vont de la finance au commerce, du commerce à la science, de la science à la pédagogie, à la politique et à la religion. Mais dites-moi, chers amis, ce qui n'est pas en crise aujourd'hui. Tout justement est en crise. Pourquoi? Parce que nous vivons exactement cette révolution-là. Nous avons eu enfin un analogue. Vous voyez que prendre du recul historique et essayer de décrire effectivement ce qui s'est passé à ce moment-là éclaire de façon assez violente et assez claire, vous voyez, ce qui se passe aujourd'hui. Voilà les antécédents de Petite Poucette, voilà l'histoire qu'on peut rapidement décrire pour comprendre mieux ce qui se passe aujourd'hui. Alors, j'ai dit son âge, j'ai dit son nom, j'ai parlé de ses antécédents. J'aurais envie de l'écouter chanter ou crier sa devise. J'ai l'impression qu'elle aurait une devise. Si je donnais à Petite Poucette une devise, quelle serait-elle? Eh bien, lorsque nous parlons de façon quotidienne, nous faisons attention au sens que nous émettons. C'est-à-dire, je parle du temps qui fait, ou je parle de mon métier, ou des choses que j'ai à faire demain, très bien, je pense à ce que je dis. Mais il arrive souvent que nous ne pensons pas à la manière de le dire, c'est-à-dire aux mots que nous utilisons. Alors, je vais vous en donner un exemple pour la devise de Petite Poucette. Parce que Petite Poucette, vous le savez, elle a une conception du temps que nous n'avions pas autrefois. Et elle va dire maintenant. Et quand vous dites maintenant, quand tout le monde dit maintenant, on pense aux choses présentes, aux choses qui se trouvent devant moi, au présentiel, comme on dit aujourd'hui. Mais avez-vous remarqué que ça veut dire maintenant? Que ça veut dire tenant en main? Maintenant, ça veut dire ce que je tiens en main. Et Petite Poucette tient en main son portable avec ses 2 pouces. Maintenant, tenant en main.
maintenant tenant en main. Voilà le temps réel de Petite Poucette. Et qu'est-ce qu'elle tient en main, Petite Poucette? Faites bien attention. Maintenant, qu'est-ce que Petite Poucette tient en main? Premièrement, elle tient en main tous les lieux du monde, par le GPS, par Google Earth, si vous voulez. Elle a même la photographie de votre maison, ou de la maison de mon ami de Bétilly à Fontainebleau, mais aussi peut-être de sa maison à Palo Alto. Bon, il y a la photo, tout à fait. Donc elle tient en main tous les lieux du monde, même les lieux où elle n'est jamais allée, le Labrador ou la Nouvelle-Zélande, très bien, premièrement. Deuxièmement, elle tient en main toutes les informations qu'elle peut désirer, puisque la mémoire de cet objet-là est telle qu'avec un appel, on peut lui demander n'importe quel renseignement. Donc elle a toutes les informations du monde. Elle a donc en main les lieux du monde, les informations du monde. Et maintenant, je vais vous demander un petit peu d'attention. Il y a une vingtaine d'années, un groupe de mathématiciens spécialistes de statistiques ont posé la question intéressante suivante: en combien de coups de téléphone n'importe qui sur la planète peut appeler n'importe qui sur la planète? C'est une question intéressante de statistique qu'ils ont résolue il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, ils ont trouvé qu'en 7 à 8 coups de téléphone, n'importe qui pouvait appeler n'importe qui. Seulement aujourd'hui, tout a changé, puisqu'il y a des grands connecteurs aujourd'hui sur l'appareil en question. Et vous le savez sans doute, le théorème a changé. Et aujourd'hui, en 4 coups de téléphone, n'importe qui sur la planète peut appeler n'importe qui. 4 coups de téléphone. Exactement, statistiquement, 4,35. Enfin, la virgule ne vous importe pas. Vous vous rendez compte? N'importe qui passant dans une rue de Fontainebleau peut appeler n'importe qui à Washington ou en Nouvelle-Zélande en 4 coups de téléphone. Et ils ont appelé, les mathématiciens, ils ont appelé ce théorème, théorème du petit monde. Théorème du petit monde. Ça veut dire que n'importe qui sur la planète est votre voisin. Vous pouvez l'appeler en 4 coups de téléphone. Et maintenant, je vous demande un peu d'attention. Voilà la devise de Petite Poucette. Maintenant, tenant en main les lieux du monde, tenant en main les informations, quelles qu'elles soient, et tenant en main n'importe qui dans le monde. Et par conséquent, elle dit maintenant tenant en main le monde. Maintenant tenant en main le monde. Les informations, les lieux, les personnes. Elle tient le monde. Elle tient en main le monde. Maintenant tenant en main le monde. Et la question que je me pose et que je me suis posée lorsque j'ai inventé cette devise-là, c'est la question historique que je me suis posée tout à l'heure. C'est-à-dire, qui dans l'histoire passée pouvait se dire ou aurait pu dire maintenant tenant en main le monde? Oui, on peut répondre à cette question. Je ne sais pas, Auguste, empereur de Rome, pouvait dire en effet cette phrase-là, puisque Pierre Corneille lui fait dire dans Cinna, je suis maître de moi comme de l'univers. Vous pouvez dire ça. Louis XIV, peut-être, le plus grand potentat du roi Soleil, pouvait dire ça, peut-être. Peut-être un milliardaire quelconque, aujourd'hui, pourrait dire ça. En tout cas, des personnes exceptionnelles. Peu de gens dans l'histoire pouvaient se targuer de dire maintenant, tenant en main le monde. Or, aujourd'hui, je dois bien vous le dire, 3,750 milliards de petites poussettes peuvent dire aujourd'hui, maintenant, tenant en main le monde. Avez-vous médité sur ce résultat-là? C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 3,750 milliards de cet appareil que je vous montre, que Petite Poucette tient en main, qu'elle sait parfaitement utiliser, et dont elle peut dire que maintenant elle tient en main le monde. Ne voyez-vous pas passer, quand je dis une phrase pareille, une sorte d'utopie politique impressionnante, n'est-ce pas? Si en effet n'importe qui dans le monde peut avoir des informations ou des voisinages plus importants encore que n'ont jamais pu les avoir ni Auguste, ni Louis XIV, etc., cela peut-être aurait des conséquences sur la société d'aujourd'hui considérables. Je vous demande de méditer sur ce problème lorsque vous rentrerez chez vous. Oui, c'est vraiment une utopie intéressante à dessiner. Voilà donc son nom, voilà donc son âge, voilà donc ses antécédents. Je vous ai parlé de sa devise.
Dans une carte d'identité, il y a quelque chose qui est toujours présente, c'est l'adresse. Quelle est son adresse? Alors nous allons méditer sur l'adresse. Qu'est-ce que c'est qu'une adresse? Alors, disons que Petite Poucette habite 47 boulevard de la République, 77 Fontainebleau, n'importe quoi, je dis n'importe quoi bien entendu. Et je vais essayer avec vous de méditer sur cette phrase-là, sur la phrase 47 boulevard de la République, Fontainebleau, 77. Cette phrase est composée de chiffres et de lettres, et ces chiffres et des lettres sont des codes. Et ces codes-là, 77 par exemple, se réfèrent à un espace donné. C'est l'espace de la France découpé en départements, arrondissements, que le code désigne, n'est-ce pas? Et d'autre part, boulevard de la République désigne une ligne sur cet espace-là qui est, à cause de 47, définie par une distance à l'origine 0. Vous êtes bien d'accord que c'est ça? Par conséquent, qu'est-ce qu'une adresse? Une adresse est un code, et un code géométrique, oui, géométrique, qui se réfère à un espace bien déterminé. Et c'est un espace qu'on pourrait appeler, alors peut-être parmi vous, il y a des mathématiciens, on pourrait appeler ça un espace cartésien, parce qu'il y a des abscisses et des ordonnées, un espace euclidien, si on veut, parce qu'il y a des dimensions. Bref, écoutez, on va appeler ça un espace métrique. J'appelle ça un espace métrique parce qu'il y a des distances que je peux mesurer. D'accord? Et c'est ça l'adresse de Petite Poucette. Ah mais non, je me trompe. C'est qu'à cette adresse-là, Petite Poucette comme vous et moi, nous ne recevons plus que de la publicité qu'on met à la poubelle tous les matins. Hein? C'est pas à cette adresse-là qu'on reçoit les messages. Les vrais messages, on ne les reçoit plus là. Vous êtes bien d'accord? Vous recevez là de la publicité, quoi. Et pas directement de correspondance à la poubelle. Très bien. Mais alors, où recevons-nous des messages? Ah ben, on les reçoit sur petite.poucette@wanadoo.fr, n'est-ce pas? Ou sur 06 20 02, etc. Elle reçoit ça sur deux adresses nouvelles. C'est petite.poucette@wanadoo, etc. ou yahoo.fr, n'importe quoi, ou gmail.com, n'est-ce pas? C'est les deux adresses sur lesquelles Petite Poucette reçoit aujourd'hui ses messages. Mais méditons de nouveau sur ces adresses-là. Alors méditons. En effet, ces adresses-là, c'est composé de chiffres et de lettres, et ces chiffres et lettres se réfèrent à quoi? Ah, autant je pouvais décrire de façon précise l'espace auquel se référait l'adresse de tout à l'heure, 47 de la République, autant aujourd'hui je suis un peu embêté parce que l'espace dans lequel est Petite Poucette, si elle appelle quelqu'un avec le 06, elle peut être ici et son correspondant n'importe où. Mais elle peut changer autant qu'elle veut de lieu, l'adresse ne bougera pas. Elle sera en Nouvelle-Zélande, ça sera toujours le 06, ça sera toujours Petite.Poucette. Elle sera au Labrador, ça sera toujours Petite.Poucette. Et elle pourra toujours envoyer des messages à n'importe qui soit en Nouvelle-Zélande ou au Labrador. Par conséquent, c'est un espace nouveau dans lequel elle évolue par rapport à l'espace de tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est cet espace-là? Eh bien, nous l'avons découvert tout à l'heure, rappelez-vous. J'ai dit à propos du théorème du petit monde, vous vous rappelez, que nous étions tous voisins à cause de ces quatre appels, vous voyez? Eh bien, l'espace dans lequel Petite Poucette vient d'entrer, c'est un espace de voisinage. Et elle peut appeler n'importe qui, de n'importe où que soit son correspondant. Et par conséquent, nous sommes désormais tous voisins des uns des autres. Et s'il y a des mathématiciens dans la salle, tout à l'heure j'ai parlé d'espace métrique dans lequel se trouve la première adresse, et maintenant voilà, c'est un espace topologique, c'est-à-dire un espace de voisinage. Nous sommes tous des prochains, nous sommes tous voisins. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, j'ai parlé du temps réel, maintenant tenant en main, et maintenant je parle de l'espace. Nous avons changé de temps, nous avons changé d'espace. Non pas que nous ayons déménagé de Paris à Fontainebleau ou de Fontainebleau à Palo Alto, c'est pas ça. Ça, c'est toujours le même espace. Nous avons changé d'espace. Nous n'habitons plus le même espace. Ah, j'ai une remarque là-dessus. J'ai une remarque, voyons, j'ai parlé, j'ai médité sur des adresses, mais comme d'habitude, j'ai oublié
de faire voir ce que voulait dire le mot adresse. C'est-à-dire, j'ai parlé avec le sens, j'ai oublié le mot, comme d'habitude. Alors, regardons le mot adresse. Le mot adresse a une particularité en français, c'est qu'il porte un seul D, A, D, R, etc. Mais en anglais, qui est la langue que vous utilisez ici, il porte deux D. Adresse, il y a deux D en anglais. Et pourquoi il y a deux D? Bien, pour bien faire voir qu'il y a un préfixe, AD, et une racine. Et cette racine, chers amis, elle est latine, bien entendu. Ad directus. Et directus, chers amis, en latin, c'est le droit romain. Le droit romain. Et par conséquent, quand vous avez une adresse et que vous habitez 47 voies de la République à tel endroit, c'est un fait de droit. Ce n'est pas seulement un fait de géométrie, c'est un fait de droit. Et oui, c'est un fait de droit parce que si vous n'avez pas payé vos impôts, ou si vous avez commis un délit ou un crime à la rigueur, la maréchaussée peut vous saisir par corps à cet endroit-là. Et elle connaît votre adresse, elle sait la distance à laquelle elle se trouve de vous, elle vous saisira par corps. Et par conséquent, le code en question qui décrit une adresse donnée, elle décrit aussi un état de droit. Si nous avons changé d'adresse, nous sommes en train de changer de droit. Si nous avons changé d'adresse, nous avons donc changé de politique. Mais tout à l'heure, je l'ai dit à propos de 3 750 millions, qu'il y avait une utopie politique qui était derrière. Vous voyez. Et quel est le type d'utopie politique que ça représente là de changer de droit, de changer d'adresse? Vous voyez. Et oui, l'Internet est pour le moment un lieu de non-droit. Un lieu de non-droit. Et ça pose des problèmes redoutables. D'ailleurs, tous les grands paparonchons de la Terre, qui sont les grands papas de Petite Poucette, font voir les difficultés qu'il y a dans cet espace de non-droit. Et c'est vrai qu'il y a un problème grave dans les espaces de non-droit. Tenez, je vais vous raconter une histoire pour l'éclairer. Il y a eu dans l'histoire des espaces de non-droit. Aujourd'hui, c'est l'Internet qui est un espace de non-droit, très bien, mais il y en a eu autrefois. Tenez, vous êtes voisin quand même, que je sache, d'une grande forêt. Eh bien, les forêts, au Moyen-Âge, c'était des espaces de non-droit. Les forêts étaient un espace de non-droit. D'ailleurs, ça s'appelait un peu forêt pour ça. Mais enfin, c'est autre chose. Bon, mais dans ces forêts, puisque c'est des espaces de non-droit, la maréchaussée n'y allait pas. Et si la maréchaussée n'y allait pas, elles étaient pleines de gens de sacs et de cordes, elles étaient pleines de violeurs, de cambrioleurs, d'assassins, etc. Et il était très difficile de traverser une forêt sans avoir une protection. C'était un espace de non-droit. Et soudain, traversant la forêt, un jour, un homme plus ou moins protégé s'aperçoit que ces malandrins sont tous habillés d'une casaque verte avec un petit capuchon vert et qui sont dirigés par un monsieur qui s'appelle Robin des Bois. Merci beaucoup. Qui s'appelle Robin des Bois. Et je vous raconte simplement l'histoire de la forêt de Chaoud et de Robin des Bois. Mais Robin des Bois, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? J'étonne beaucoup mes amis quand je leur dis ce que ça veut dire, mais pourtant c'est clair. Robin des Bois, ça veut dire d'un lieu de non-droit, des bois, mais Robin, ça veut dire celui qui a la robe du magistrat, c'est-à-dire du juge. Par conséquent, Robin des Bois est un oxymoron, un oxymore, qui veut dire l'homme de droit dans le lieu de non-droit. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, à l'origine du droit, il y a toujours un lieu de non-droit. C'est-à-dire que ne croyez pas qu'on transportera un droit de l'extérieur vers un lieu de non-droit, non. C'est du lieu de non-droit que sort le droit. Et d'ailleurs, l'histoire de la forêt du Charwood, c'est une histoire pour les enfants. Mais la vraie histoire, on la connaît. Que je sache, Romulus et Rémus, les rois de Rome, sont nés dans la forêt, d'une femme qui s'appelle Rhea Silvia, la forêt, et ils ont été les loups. C'est encore mieux. Vous voyez, ils étaient donc dans des lieux complètement sauvages. Et bien, ce sont eux qui ont créé Rome et le droit romain. Voilà. C'est la même histoire. Vous voyez donc qu'aujourd'hui, étant donné que nous assistons à cette révolution, la révolution dont je parle, et cette révolution touche en effet un lieu très dangereux, qui est le lieu de non-droit, mais tout mon espoir, et la philosophie que je tire de là, c'est tout simplement que probablement un droit nouveau émergera
émergera de ce lieu-là, comme le droit romain émergé de la forêt, comme le droit de Robin des Bois émergé de la forêt de Fourroud. Voilà en gros la méditation qu'on peut faire sur l'adresse de Petite Poucette. Voilà pour l'espace. On a parlé du temps, on a parlé de l'espace. Ah, j'ai oublié de parler du sexe de Petite Poucette. Quand même, je devrais parler du sexe. Et ça, c'est quand même très amusant. Pourquoi, on me demande souvent, pourquoi n'avez-vous pas dit Petit Poucet? Parce que quand même, il y a aussi des garçons qui envoient des textos à toute vitesse. Non, je l'ai appelé Petite Poucette pour une raison, mais pour une raison que seuls connaissent vraiment aujourd'hui bien les enseignants. Voilà, j'enseigne depuis longtemps, depuis le néolithique tardif pratiquement, et j'ai assisté pendant cette période-là, c'est-à-dire dans les 35 ans ou 40 ans que j'ai enseigné, à la victoire des femmes. C'est-à-dire nos meilleures étudiantes depuis très longtemps sont des étudiantes. Elles sont plus sérieuses, elles sont plus professionnelles, elles sont plus motivées, etc. Elles sont très largement, et d'ailleurs ce n'est pas le discours subjectif d'un hétérosexuel militant qui vous dit ça, bien sûr que non. C'est simplement les statistiques. Si vous regardez les statistiques sur les examens et les concours, les filles sont en avance de 5, 6, quelquefois 12%. Donc il y a vraiment aujourd'hui la victoire des femmes. Et j'ai voulu honorer simplement cette victoire-là en disant Petite Poucette. Et maintenant, je vous ai parlé de son nom, je vous ai parlé de son âge, je vous ai parlé de son antécédent, du temps, de l'espace, du sexe, etc., de sa devise même, à propos du temps. J'aimerais bien parler de son monde. Lorsque Petite Poucette naît dans les années 85, 90, 82, 83, autour de ces âges-là, le monde avait déjà changé, non pas pour des raisons liées aux nouvelles technologies, non pas pour des raisons liées à l'Internet, mais pour des raisons anthropologiquement plus profondes. Et ces raisons-là, je les décris un peu dans des crises, mais je voudrais décrire le paysage que ces années-là ont connu et les décrire un peu rapidement. Je dis au début de mon livre que Petite Poucette n'a plus aucune idée du monde rural, du monde agricole. Et ça, c'est un événement qui s'est passé à ce moment-là. Et cet événement est vraiment très fondamental. Dans les pays analogues aux nôtres, je ne sais pas moi, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne, etc., dans les années 1900-1910, nous étions 75% d'agriculteurs. Et nous étions 75% d'agriculteurs, et si vous remontez dans l'histoire, le nombre des agriculteurs ne fait que croître. Et ce qui ferait qu'au moment de l'invention de l'agriculture, nous étions tous des agriculteurs. Au moment où des ancêtres de génie ont domestiqué des espèces de faune et de flore. Or, il se trouve que le XXe siècle, l'événement majeur du XXe siècle, c'est la chute brutale du monde des agriculteurs. On est 75% en 1900, il n'y en a plus que 0,8% aujourd'hui en France. C'est-à-dire 0,8, 0,7 dans d'autres pays, etc. Ça tourne autour de 1% dans l'Europe actuelle. Et là, il y a eu un événement qui, à mon avis, est extraordinaire, pour une raison très simple, c'est que c'est vrai que depuis le néolithique, nous étions tous des agriculteurs, et je crois pouvoir dire qu'au moment où naît Petite Poucette, le néolithique est terminé. C'est étrange de dire ça. C'est étrange de dire ça. C'est-à-dire cette civilisation qui était fondée exclusivement sur les métiers ruraux ou sur la culture rurale disparaît peu à peu et ne laisse plus place qu'à une marge infime de la population. Et par conséquent, Petite Poucette est née là, à un moment où le monde entier avait changé, l'espace entier avait changé. Deuxièmement, au moment où elle naît, attendez, je vais vous faire mes confidences avec beaucoup d'impudicité. Lorsque je suis né, moi, il y avait moins de 2 milliards d'habitants sur la planète.
connaissez-vous une seule vie humaine où pendant laquelle la population de la planète s'est multipliée 2 fois par 2, 2 fois de 4 fois de 8. C'est-à-dire, en une seule vie humaine, la population de la planète a bondi de 2 milliards, pas 8, on est 7 milliards 6 en ce moment. Vous voyez, on est verticalement. Et ce n'était plus le même monde, ce n'est plus la même humanité. Ce n'était plus le même monde, ce n'était plus la même humanité. Vous voyez, et là, il y a un événement aussi colossal qui s'est passé au XXe siècle. Un des événements colossaux du XXe siècle, c'est le monde plein. Vous voyez, l'humanité transformée, la démographie. Mais pourquoi cet événement est arrivé? Pour plusieurs raisons, bien entendu, mais une fondamentale, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Vous le savez sans doute, l'espérance de vie, encore en 1820-1830, voyons, elle est donnée, les caprices de Marianne, vous avez entendu parler les caprices de Marianne, où l'interlocuteur dit à Marianne, Madame, vous avez 16 ans, il vous reste 6 ans pour être aimé, 3 ans pour aimer, et 6 ans pour recommander votre âme à Dieu. Fin de citation. Donc, il donnait à Marianne une espérance de vie de 32 à 35 ans. Voilà, en gros, de 32 à 35 ans. 32 à 35 ans, c'était l'âge de la mort. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, 32-35 ans, c'est la prime jeunesse. Donc, l'espérance de vie va bondir tout d'un coup pendant le XXe siècle jusqu'à... Nos compagnes ont 85, 86 ans aujourd'hui, l'espérance de vie, nous un peu moins. Et donc là, la société change, voyons. Réfléchissez une minute. Quand l'arrière-grand-mère de Petite Poussette se mariait, elle jurait fidélité à son époux, statistiquement, pour 5 ans. Aujourd'hui, quand Petite Poussette se marie, elle jure fidélité à son époux pour 65 ans. Alors on dit mariage, moi je veux bien qu'on dise mariage, on dit le même mot, mais ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose, bien entendu. Mais ce n'est pas tout. Si vous lisez les romans de Dickens ou les romans de Balzac, il est bien clair qu'un homme de 30 ans a hérité. Un homme de 30 ans a hérité, il est en possession de sa fortune. Moi, je connais aujourd'hui des gens de 65 ans qui attendent encore l'héritage. Donc, ça, c'est pour l'économiste. C'est-à-dire, en effet, la transition des biens n'est plus la même. Mais encore plus sérieux, il est bien clair aussi que lorsque mon père est parti, la fleur au fusil en 1914, pour aller mourir, c'est-à-dire, vous savez qu'à la guerre de 14, quand même, en plus de 4 ans, nous avons tué 2600 franco-allemands par jour. Par jour, 2600. Un crime abominable. Eh bien, il partait la fleur au fusil, content d'aller dans cette boucherie-là. Oui, très bien, mais il donnait combien d'espérance de vie à la patrie? 5 ans? 6 ans? Parce qu'aujourd'hui, Petite Poussette, vous croyez qu'elle va prendre les armes alors qu'elle donnerait à sa patrie 65 ans d'espérance de vie? Ça a complètement changé. Oui. Donc, le rapport à la fortune. Vous voyez comment la société est transformée en profondeur, bien avant que Petite Poussette arrive, et là-dessus va se greffer les nouvelles technologies qui vont changer le temps, qui vont changer l'espace, etc. Et encore, je ne parle pas de la douleur, où il y a aussi une histoire, vous voyez. Vous le savez sans doute, Louis XIV, dont j'ai parlé tout à l'heure, a hurlé de douleur tous les jours, entouré des meilleurs médecins de son royaume. Il avait une fistule anale inguérissable. Aujourd'hui, une fistule anale, c'est un coup de bistouri et 3 jours d'antibiotiques. Et donc là, la douleur, nous avons un arsenal d'analgésiques, d'antalgiques, etc., tellement puissant aujourd'hui qu'un médecin peut rencontrer un homme de 60 ans qui n'ait jamais souffert. Nos ancêtres, ça n'est jamais arrivé, jamais. Une vie humaine était tissée de souffrance, tissée de douleur. Et d'ailleurs, toutes les morales, qu'elles soient judéo-chrétiennes ou antiques, toutes les morales étaient fondées sur des exercices qui permettaient de supporter la douleur. Et aujourd'hui, si vous enlevez la douleur, je ne dis pas que nous ne souffrons plus, bien entendu, nous souffrons toujours, mais ça n'a plus rien à voir avec nos prédécesseurs. Alors, quelle serait une morale dans un monde où il n'y a plus de douleur?
là, c'est un exercice de philosophie difficile à résoudre. Voyez donc le monde dans lequel nous sommes, nous n'avons peut-être pas toujours conscience du monde dans lequel nous sommes arrivés, mais avec ces descriptions, on voit très bien quelle est la nouveauté totale dans laquelle nous vivons, et que je voulais donner non seulement anthropologiquement, comme je l'ai fait à la fin, mais aussi technologiquement, comme je l'ai fait au début. Et je voudrais finir sur un point précis, et je reviens à Petite Poucette. Et j'ai parlé de Petite Poucette, de son nom, de son âge, de ses antécédents, de son adresse, etc. Je crois que j'ai bien lu sa carte d'identité, mais je voudrais parler d'elle. Je voudrais parler d'elle-même. Mais qui es-tu, toi, Petite Poucette? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Je voudrais parler de sa tête, de ce qu'elle a dans la tête. Alors, vous le savez, j'ai une manie, pour comprendre les choses contemporaines, j'aime bien prendre du recul. Alors, pour savoir quelle est la tête de Petite Poucette, je vais vous raconter une histoire. La scène se passe dans une ville qui ne s'appelait pas encore Paris, qui s'appelait Lutèce. Vous avez sans doute entendu parler de Lutèce. C'était le vieux nom, l'ancien nom de notre capitale. Et là, il y avait un groupe de citoyens, un groupe secret de citoyens qui se réunissaient en secret, et qui se réunissaient en secret parce qu'ils étaient en but et victimes de recherche féroce, diligentée à partir de Rome par l'empereur Décius. Et donc, ils se réunissaient dans des endroits secrets. C'était les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens étaient en but, en effet, à une persécution terrible de la part de la Légion romaine. Et donc, ils se réunissaient le soir dans des endroits fermés, sans porte ni fenêtre, tiens, presque comme aujourd'hui, comme ça. Et à cette époque-là, les premiers chrétiens, vous le savez peut-être, avaient l'habitude d'élire leurs évêques. Alors, ils venaient d'élire leur évêque, et leur évêque était devant eux, en train de leur parler, de faire son prône, comme je vous parle aujourd'hui. Ils étaient réunis dans un endroit secret, et puis, enfin, je joue le rôle de l'évêque, là, vous voyez. Bon. Mais ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire, vous savez, il y a des mouchards partout, et bien entendu, la Légion romaine enfonce les portes, enfonce les fenêtres, et les légionnaires se saisissent de tous les premiers chrétiens qui se trouvaient là, et le légionnaire, enfin, le chef de la Légion, descend les escaliers, monte sur l'estrade, se met devant l'évêque, tire son coupe-chou et le décapite. Et la tête tombe par terre. Catastrophe. Ah non, non, pas catastrophe, miracle. En effet, au moment de cet événement-là, l'évêque reste debout, se penche et ramasse sa tête. Évidemment, quand ma grand-mère me racontait cette histoire, je lui disais, mais comment a-t-il pu repérer aussi sa tête, puisque les yeux... Et elle me disait, mais mauvais esprit, c'est ça le miracle. Et elle avait raison. Alors, il a pris sa tête, et même il a fait une performance extraordinaire, et il a grimpé jusqu'au sommet de Montmartre avec sa tête à la main. Et Jacques de Voragine, dans la légende dorée des saints du Moyen-Âge, appelle ça des Christophores, des saints qui portent, non, des Christophores, des céphalophores, pardon, des gens qui portent leur tête avec la main. Alors vous voyez que cette histoire, c'est bien maintenant, hein, il tient en main sa tête, maintenant, tenant en main sa tête, maintenant. Et voilà, quand vous ouvrez votre ordinateur, qu'est-ce que vous avez à la main? Qu'est-ce que vous avez à la main? Ben, vous avez à la main une mémoire colossale, hein, la mémoire de votre ordinateur, qui est bien plus forte que la vôtre, puisqu'elle a des renseignements presque universels, et même non seulement la mémoire, mais un souvenir, puisque vous pouvez taper n'importe où et ça vient tout de suite. Donc il y a la mémoire et le souvenir, c'est bien une fonction mnémonique fondamentale, très bien. Deuxièmement, elle a des images en grande quantité, des millions d'images si vous voulez,
Et troisièmement, avec des moteurs de recherche et des logiciels quelconques, elle peut résoudre opératoirement des équations très compliquées, etc. Quand j'étais jeune et qu'on était en terminale, notre professeur nous avait donné un manuel de philosophie, et au chapitre X du manuel de philosophie, il y avait la connaissance humaine. Et j'étais un bon élève, je me souviens très bien de ce chapitre-là. La connaissance humaine se divise en 3 facultés. Facultés, il disait facultés. La faculté de mémoire, la faculté d'imagination et la faculté de raison. Peut-être vous vous en souvenez. Et il était bien évident que la faculté de mémoire, la faculté de raison et la faculté d'imagination étaient où? Dans ma tête, dans la tête, dans le cerveau, dans les neurones, dans l'appareil neuronal, n'est-ce pas? Ah oui, mais maintenant, il est là, maintenant. Appelez votre ordinateur Denis. Appelez votre ordinateur Saint-Denis, n'est-ce pas? Parce que vous voyez comment les histoires les plus abracadabrantes, les histoires les plus mythiques, les plus extraordinaires, me permettent de comprendre réellement ce que... Il y a eu externalisation, il y a eu objectivation des fonctions cognitives. Vous voyez? Et là, je comprends très bien maintenant ce qui s'est passé de façon absolument révolutionnaire. C'est-à-dire, mon appareil cognitif est sorti de ma tête pour être externalisé dans la machine. Il n'y a que l'histoire de Saint-Denis. Vous êtes tous des céphalophores désormais. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est très nouveau? Ah oui, c'est très nouveau. C'est vraiment fantastiquement nouveau. Pas tout à fait. Rappelez-vous, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on a inventé l'imprimerie, au XVIe siècle, XVe siècle, XVIe siècle, on a inventé le livre, vous vous souvenez? Très bien. Et il y a des philosophes qui ont réfléchi à cet événement. Et il y en a un qui a réfléchi très bien à cet événement, il s'appelle Michel de Montaigne. Vous avez entendu parler. Vous avez peut-être même lu les essais. Mais si vous n'avez pas lu les essais, il y a au moins une parole des essais que tous les Français connaissent par cœur. Et on va la dire ensemble, si vous voulez. Je préfère une tête bien pleine à une tête bien pleine. Une tête bien faite, une tête bien pleine. C'est ça qu'a dit Montaigne. Mais qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit que avant l'invention de l'imprimerie, si vous étiez un historien, il fallait savoir par cœur Tite-Live, Tacite, les historiens latins, il fallait savoir par cœur les historiens grecs, Thucydide, les Hérodotes, il fallait savoir par cœur, parce qu'on n'avait pas accès. Ah oui, mais maintenant que j'ai des livres, dit Montaigne, ils sont dans ma librairie. Attention, la tête bien pleine est passée à la librairie. Eh bien, la même chose. Il s'est passé précisément à la Renaissance la même chose que... Alors c'est très nouveau, mais c'est précisément parce qu'on comprend ce que dit Montaigne et qu'on comprend à nouveau frais ce que dit Montaigne qu'on comprend aujourd'hui ce que c'est qu'un ordinateur. Vous voyez? Et donc, la tête de Petite Poucette est une tête nouvelle, mais on ne la comprend que grâce au développement historique de ce couple support-message dont je parlais au début et qui me permet de m'éclairer les temps nouveaux. Voilà, désormais, mesdames, messieurs, demain matin, lorsque vous ouvrirez votre ordinateur, soyez gentils, appelez-le Denis. Merci. Qui veut ouvrir le débat? On va avoir un débat certainement assez nourri. Mais moi, je me poserai la première question. J'utilise un peu le privilège de ma position. Il y a déjà une question? Oui, il y a une question. Bon, mademoiselle. Mademoiselle. Alors, on va vous donner, on va vous donner le... Antoine. Votre micro arrive. Là, par ici. Ça marche comme ça. Je voulais simplement vous dire que, évidemment, vous êtes brillantissime, mais vous êtes un grand coquin. Un grand, j'ai pas entendu. Un grand coquin. Un grand coquin. Parce que votre pirouette étymologique sur maintenant...
Pardon? Votre pirouette étymologique sur maintenant, elle est géniale, mais lendemain, alors qu'est-ce que vous allez me dire avec lendemain, qui vient de mané et pas de manoum? Alors, c'est quand même un peu gênant là. Hein. Vous êtes un grand coquin, parce qu'évidemment, vous le savez. Et vous jouez avec nous. Bon. Autre question? Antoine? Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Venez avec moi alors, s'il vous plaît. Ça va. Bonjour, je suis Henri Story. Je voulais juste continuer un petit peu votre idée là sur votre pensée sur le Robin des Bois. En racontant une petite histoire qui s'est passée récemment en Angleterre, près de Robin Hood Airport, parce qu'il y a un Robin Hood Airport il y a quelques années. Quelqu'un est allé là-bas et il neigeait et son avion a été retardé. Il est rentré donc chez lui, il a tweeté. S'il neige encore demain, eh ben, je vais exploser. I'll blow up the airport. Et il se retrouvait avec la police qui est venue chez lui pendant 7 heures, le jour d'après, pour lui parler, lui demander s'il avait vraiment bien l'intention de faire péter l'aéroport de Robin-des-Bois. Donc, en conséquence de ça, il n'a pas pu aller aux États-Unis. Il est sur les listes noires, il ne peut pas voir sa copine. Et on voit donc là quelque chose de nouveau qui apparaît. C'est un petit peu comme on a sorti nos mémoires de notre tête et qu'on l'a mis sur le réseau, dans le cloud. On a quelque chose un peu similaire que des prêtres qui surveillent et qui nous lisent nos pensées et qui nous mettent, qui nous demandent des confessions, même sans qu'on les fasse. Alors c'est toute une nouvelle aspect là, qui apparaît et qui voudrait bien d'être regardé. Merci. Et votre question, Non, j'ai compris la C'est question. un commentaire. Oui. La question, c'est précisément le danger d'être surveillé partout et le danger le danger de la Il y a un livre qui vient de paraître qui est intéressant, qui est paru il y a 2 ou 3 ans, qui appelle La surveillance. Au lieu de dire surveillance, il dit surveillance. C'est-à-dire on ne s'en aperçoit pas, mais tout le monde est surveillé. Même le portable de Mme Merkel, vous vous rappelez Alors c'est vrai, un des dangers géants de cette nouveauté technologique, c'est en effet la transparence totale, l'absence de vie privée. Il y a quelqu'un qui nous surveille tout le temps. D'accord? Ça c'est vrai. C'est un danger global, important. Ah oui, mais il y a une personne qui l'a dit. Il y a une personne qui l'a dit. Évidemment, il a été rejeté des États-Unis, il est actuellement en URSS, mais il a dévoilé cette affaire-là. Et c'est un événement aussi important qu'une seule personne le dévoile, que c'est énorme masse qui vous surveille. Vous voyez, puisque la dénonciation est telle que tout le monde sait désormais qu'il est, et comme tout le monde sait qu'il est surveillé, il est déjà averti de cette surveillance. Il y a déjà, si vous voulez, le contre-coup de cette affaire-là. Mettez-vous dans l'esprit que lorsqu'il y a un régime autoritaire total, mais qu'une seule personne, n'importe qui, peut le dénoncer, alors c'est déjà le début de la liberté. Vous voyez ? C'est cette dénonciation individuelle qui m'a paru aussi importante que la surveillance. Voilà, c'est ça la réponse. Donc, nous avons en main chacun la possibilité d'être ce dénonciateur. Bonsoir, je m'appelle Jérôme et je suis donc très honoré de pouvoir vous poser une question. Mais j'aimerais aussi apporter une petite réponse à votre interrogation sur l'avenir de Petite Poucette. Oui. Il ne faut pas oublier qu'elle est née avec une fée. Rapprochez le micro. Avec une fée. Avec une fée. Une fée. Je peux me permettre de prédire que Petite Poucette, un jour, retournera peut-être dans les champs si sa fée disparaît. Oui. Ça, c'est possible. C'est possible. Je vous laisse répondre à qui est la petite fée. Je vous laisse l'énigme. Qui est donc la petite fée de Petite Poucette? Qui a fait la fée de Petite Poucette? Oui.
Je suis collé là. C'est-à-dire la future génération, la génération future. Nous sommes tous des enfants, enfin, nous avons tous cette petite fée. Je crois que ce pourquoi j'ai écrit ce livre précisément, c'est parce que la génération dont nous parlons est une génération nouvelle et j'ai peur qu'elle n'ait pas beaucoup de fées parce qu'elle souffre plus que les générations précédentes. Sur le marché du travail, elle a un taux de chômage très supérieur à toutes les générations. Elle a beaucoup de difficultés à rentrer dans le marché du travail. Et donc, c'est une génération qui va souffrir certainement, avec les crises économiques que nous avons, plus que les générations précédentes. Et par conséquent, j'ai écrit ce livre pour aider les gens de cette génération et pour être, moi, la fée de cette génération. Je vais me permettre de répondre quand même. J'avais dans mon esprit la fée électrique. La fée électricité, oui. La fée électricité. Oui, je sais. Parce que sans électricité, petite poussette, retourne au champ. Oui, c'est vrai. Non, non, mais... Prenez le micro. Je suis Francine. Merci pour votre présentation. Je vais rebondir sur votre dernière réponse. Vous parliez de souffrance par rapport à la recherche de travail, ainsi de suite. Et tout à l'heure, vous parliez en fait de changement d'humanité et de monde. Du fait qu'avec le développement médical, technologie, l'espérance de vie a augmenté. Mais quelle est la part de la souffrance morale qu'engendrent ces changements à vitesse exponentielle et quelles sont les possibilités pour y remédier? Alors, il y a deux réponses à votre question, madame. C'est que, en effet, il est probable que dans une civilisation où la souffrance physique a sensiblement baissé, la souffrance psychologique est précisément augmentée. Ça, c'est possible, en effet. Vous avez raison. Mais ce n'est pas la vraie réponse, en fait. La vraie réponse à votre question, c'est quoi au sujet d'un changement géant? Et en effet, aujourd'hui, un des grands problèmes, c'est comment supporter ce type de transformation. Parce qu'en effet, ce n'est plus le même monde, ce n'est plus la même humanité, ce n'est plus le même espace, ce n'est plus le même temps, ce n'est plus... etc. Vous voyez? Et devant ces transformations, il y a en effet beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de difficultés à se mettre dans ce monde-là. Et en effet, il y a de la souffrance sur ce point-là. Oui. Et j'ai écrit ce livre, en effet, pour essayer d'arranger cette souffrance-là, bien sûr. Il y a des gens qui me disent « Je suis content d'avoir lu ce livre parce que je comprends mieux mes enfants. » Vous voyez, je comprends mieux mes étudiants. Il y a même des chefs d'entreprise qui me disent « Je comprends mieux les gens que je vois en dialogue d'embauche, en entretien d'embauche. » Parce qu'il y a une sorte de difficulté entre générations aujourd'hui. Et il y a une sorte de douleur entre les deux. Professeur. Bonsoir. Bonsoir. Allez. Bonsoir, Michel Serres. Tout d'abord, je voulais dire que j'étais très honorée de pouvoir assister à une de vos conférences. Merci. Parce que vous êtes un héros dans mon pays, le Lot-et-Garonne. Vous êtes du Lot-et-Garonne? Oui. Vous ne pouvez pas être mauvaise. S'il y a quelqu'un du Lot-et-Garonne, vous vous rendez compte? Je suis d'Agen, moi aussi, en fait. Formidable. Et en fait, tout à l'heure, l'une des personnes qui vous a posé une question parlait un peu de l'aspect dystopique qui se dessinait, la surveillance générale. Oui. Et maintenant, je vous ai aussi entendu parler de l'utopie qui se dessinait, et j'aurais voulu savoir un peu plus ce que vous entendiez par là. Voilà. Et je suis très intéressé par cette question, non pas seulement parce qu'elle émane de quelqu'un qui est d'Agen comme moi, mais par le contenu. En effet, j'ai prononcé 2 fois le mot utopie. Et je tiens assez à ce mot-là, et je suis content que vous me demandiez de l'expliciter. Au XIXe siècle, il y a eu beaucoup de philosophes, ou de paraphilosophes, si vous voulez, qui ont inventé de nouveaux systèmes de société. Et
Karl Marx, par exemple, a distingué deux sortes de socialisme, les socialismes scientifiques et les socialismes utopiques. Et les socialismes utopiques, c'était, je ne sais pas, Fourier, Considérant, vous voyez, etc. Et maintenant que nous avons du recul, on peut faire une sorte de diagnostic. Ces socialistes utopiques, ils ont d'ailleurs tous échoué. Aucun n'a formé un État. Ils ont tous, ils étaient au Texas, ils étaient à beaucoup d'endroits, en Philadelphie, etc. Ils ont échoué lamentablement. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Tenez-vous bien. Les crèches pour enfants, tout ce qui est banque pour les pauvres, ça s'est appelé crédit agricole, mais au début c'était pour les pauvres, ça s'est appelé crédit mutuel, toutes les mutuelles de type de santé. Et la création de la sécurité sociale n'a fait que fédérer l'ensemble de ces mouvements. C'est-à-dire, tout ce qui aujourd'hui nous fait la vie douce a été inventé par des socialistes utopiques. Vive l'utopie! C'est celle qui a fait le plus de concret. Mais le socialisme scientifique a fait 150 millions de morts. C'est quand même le résultat est impressionnant, n'est-ce pas? Et par conséquent, je me pose la question souvent, y a-t-il des nouveautés historiques dans notre passé qui n'ont pas été précédées d'une utopie préalable? Eh bien, je crois que oui. Je crois que ça vaut la peine de chercher une utopie pour savoir exactement comment le monde futur va. C'est pour ça que je dis utopie. Oui, pourquoi pas. Je persiste et je signe. Je voudrais bien être utopiste. Vous voyez, voilà. De dire, voilà, en gros, comment le monde est en train de se développer. Alors, peut-être ça ne va pas marcher, mais j'aimerais bien que ça aille dans ce sens-là. Voilà, c'est ça, l'utopie. D'ailleurs, utopie était une île, vous le savez. Oui. C'était une île. Mais d'ailleurs, bon, je peux continuer, excusez-moi. Vous savez pourquoi c'était une île? Parce qu'on voulait couper toutes les influences qu'il pourrait avoir du monde actuel pour essayer de trouver un monde nouveau sans aucune influence du monde actuel. Vous voyez? Eh bien, messieurs les scientifiques, qu'est-ce que c'est qu'un labo? C'est une île où vous coupez tout le reste pour qu'il n'y ait pas d'influence du monde actuel, pour que vous soyez le maître de tous les paramètres. L'utopie est aux sciences humaines, ce qu'un labo est aux sciences exactes. Vive l'utopie. Vous avez bien parlé de la mémoire extérieure, oui. Qu'on mette maintenant la mémoire à l'extérieur de notre cerveau. Oui. Quel impact est-ce que ça va avoir, cette mémoire extérieure, sur la pensée et sur le développement du cerveau, justement? Oui. Alors ça, c'est vraiment très important comme sujet, et c'est une question qui est posée aujourd'hui et qui est en train d'être travaillée par ce qu'on appelle les sciences cognitives. Oui, exactement. Exactement. Et les sciences cognitives sont certainement les sciences les plus admirables aujourd'hui, où il y a le plus de progrès. Et récemment, un de mes amis de l'Académie des sciences a fait un livre admirable qui s'appelle « Les neurones de la lecture ». Je vous conseille la lecture de ce livre-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés dans son laboratoire à bien distinguer les neurones concernés par la lecture. On sait maintenant quels sont les neurones précis. Et à la fin du livre, il se pose une question intéressante. Il se pose la question, mais voyons, à quoi servaient ces neurones avant qu'on invente l'écriture? Oui, exactement. Et par conséquent, on peut imaginer qu'il y a une famille de neurones qui n'étaient pas concernés, ou qui étaient libres, tout d'un coup, qui ont été pris par l'écriture. Eh bien, on croit savoir aujourd'hui que les neurones qui sont affectés par l'exercice journalier de l'ordinateur ne sont sans doute pas les mêmes que ceux qui sont concernés précisément par la lecture. Et c'est ça le changement de tête dont parlait Montaigne. C'est ça le changement. C'est-à-dire, probablement, il va y avoir une restructuration du cerveau. Du cerveau, oui, parce que la mémoire est quand même le... Oui. Et il faut bien qu'elle soit intériorisée à un moment. Voilà. Mais bien sûr. Au processus d'extériorisation correspond toujours au processus d'intériorisation. Et là, les sciences cognitives sont au travail là-dessus. Et vraiment, elles font aujourd'hui un très beau avancée de recherche. Une très belle avancée. Une question d'un autre amphi, monsieur. Bonsoir professeur, Pierre de Montlore. Je vous remercie beaucoup pour votre conférence et notamment pour la petite poussette
dont j'ai le même âge, et donc qui m'est très sympathique. J'avais une question de sociologie à son sujet. Votre conférence m'a fait penser à ce que certains sociologues appellent la génération Y, à savoir l'ensemble des personnes qui sont nées finalement après le plus fort de la guerre froide, etc. Et néanmoins, votre approche est assez différente, enfin, relève pas exactement les mêmes points que cette théorie. Est-ce qu'il y a des synergies ou des passerelles entre cette école, enfin cette idée de génération Y et Petite Poussette? Alors, en effet, les Américains appellent ça génération Y parce que la génération d'avant, ils l'avaient appelée génération X. Oui. Alors maintenant, c'est la génération Y. D'ailleurs, j'ai entendu des journalistes à la télé qui disaient « mais c'est la génération Y ». Alors ils disaient « mais c'est la génération pourquoi ?» Alors, on voyait qu'ils ne savaient pas que Y, ça se disait Y en anglais. Enfin bref. Ou alors ils disent que c'est Y à cause vous savez, de la forme de l'écouteur. Mais c'est pas vrai. J'ai voulu, en effet, ne pas dire ça parce que je pense profondément que dire cela est une erreur sociologique parce que ça réduit la nouveauté à un conflit de génération. Si vous réduisez cette nouveauté à un conflit de génération, vous allez tomber sur des conflits de génération ordinaires dans toutes les générations de l'histoire. Vous allez retomber sur n'importe quoi. Alors, si vous réduisez ça à un conflit de génération, mais vous ne voyez pas la réelle nouveauté de ce qui se passe. Donc j'ai refusé totalement cette vision-là. Oui, oui. Pour éviter qu'il s'agisse évidemment d'un conflit entre les parents et les enfants, ce qui est quasi ridicule. Oui. Autre question Bonsoir, je voudrais vous demander qu'est-ce que vous attendez de cette petite poussette que vous avez voulu complètement décomplexer, et quand vous en parlez, moi j'ai l'impression que c'est une petite fleur qui a bien les pieds sur terre. Est-ce que vous avez fondé des espoirs en elle? Voilà, en clair. Écoutez, voilà. Le problème, c'est que plus on est lucide sur ce qui se passe aujourd'hui, mieux ça vaut. Et au bout du compte, que voulez-vous, je n'en attends rien, moi. Vous avez vu mon âge? Bon, je n'ai plus un âge où on attend quelque chose, vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'attends qu'elle soit elle-même et qu'elle forme ce monde nouveau dont nous avons parlé à propos de l'utopie. Ça, j'attends ça d'elle, en effet. En effet, si j'ai raison, et je n'écrirais pas ça si je ne pensais pas que j'ai raison, je pense vraiment qu'aujourd'hui, tout est à refaire. Beaucoup de structures sociales sont à refaire, l'entreprise est à repenser, la politique est à repenser, le droit est à repenser, l'enseignement est à repenser, les universités sont à repenser. Il y a un gros travail. Et j'ai écrit ce livre pour l'aider à faire ce travail. Et ce travail, elle est pratiquement obligée de le faire. Parce que le monde a tellement changé que tout est à refaire. Vous voyez ?